Yvon, enfant de 1789. Daniel Hénard. Yvon, enfant de 1789. De Daniel Hénard. Illustration de Lucien Murtin. Chapitre 1. La Pommerée. Yvon dort profondément. Plus pour longtemps. La voix de son frère aîné, Abel, claironne à ses oreilles. Debout, le père veut te parler. Yvon s'arrache à la tiédeur du lit qu'il partage avec Brice, le plus jeune, âgé de 8 ans. Le coq n'a même pas chanté, proteste le cadet en sautant dans sa culotte, puis dans ses sabots. Parce qu'il est encore plus endormi que toi, se moque le grand frère. Le jour se lève, allons. Tous deux passent dans la pièce voisine où leur mère a ranimé le feu avant de s'installer devant son rouet pour filer le chanvre. Des heures durant, la femme confectionnera les écheveaux vendus au tisserand de Saint-Aignan chaque fin de mois. Aujourd'hui, justement, on est au dernier jour d'octobre 1788. Le père finit de ficeler 2 lourds ballots posés sur la table, avec 4 tabourets, une huche à pain et le lit des parents. C'est là tout le mobilier de cette pièce où se déroule la vie familiale. Il y a de la soupe chaude, sers-toi, dit la mère à Yvon. Le garçon puise une louchée dans la marmite suspendue à la crémaillère. Le garçon puise une louchée dans la marmite suspendue à la crémaillère dans la cheminée, tandis qu'Abel prête la main pour bien serrer les ballots. Je me dépêche, lance Yvon en posant son écuelle sur le coin de la table. Je ne savais pas que je vous accompagnais. Son père secoue la tête. Non, tu restes. Seulement le bourg à 3 lieues. Les discussions avec les marchands, plus un détour pour aller voir à quelle sauce on va nous dévorer si l'impôt de sel est connu. À propos de sel, Thomas coupe alors la mère. On n'en a plus pour conserver le cochon. Malheureusement, le sel est denrée de luxe en ce pays. À 10 sous la livre, il faudra que le chanvre rapporte mieux que la fois passée. Prudence. Bon, Yvon. Tout ça pour dire que je compte sur toi pour avancer le travail pendant notre absence. Tu porteras la fumier au bord du champ qu'on a labouré hier. On l'étalera demain. Ne perds pas de temps. Sans plus de paroles, le père pose sur sa tête un grand chapeau à large bord, puis charge son ballot sur son dos. Abel l'imite et les 2 hommes quittent la maison. Yvon reste les yeux fixés sur son écuelle. Fini donc, le presse sa mère qui n'a pas cessé de faire tourner le brouet. Tu es fatigué, mon petit? Yvon lappe son restant de soupe puis se lève. Fatigué? Bon, toi aussi, nous tous, tous les paysans d'Anjou sont fatigués. D'Anjou et d'ailleurs, soupire la femme. D'Anjou plus qu'ailleurs, maman. Tout le monde le dit, c'est dans notre province que les impôts sont les plus lourds. À commencer par la gabelle, ce maudit impôt sur le sel qui nous enlève de quoi vivre, de quoi. Oui, Yvon, tu as raison, la gabelle nous ruine. Mais ne crie pas, tu vas réveiller Brice. Pense plutôt à emmener Vaillant avec toi, on ne sait jamais qui on peut rencontrer. La mère n'a pas tout à fait tort de craindre pour son garçon. L'Anjou est de ces pays de bocage où le moindre champ, le plus petit pré s'entoure de haies vives qui coiffent de hauts talus. On y circule en permanence dans des chemins creux comme dans des ruelles profondes. Un étranger se perdrait dans ce labyrinthe bordé de ronces, de genêts, de pruneliers sauvages et d'églantiers. À peine si certains sentiers s'ouvrent à la lumière du jour, le bocage, c'est le domaine de l'ombre, un vaste domaine qui s'étend sur toute la province et ne laisse place qu'à des forêts plus sombres encore. De quoi effrayer une mère qui saurait son fils seul sur les chemins. Mais Yvon ne sera pas seul. Il traverse la cour en direction de l'étable où, la nuit, veille le chien de la maison. Il a vite fait tant la ferme est minuscule. 2 pièces à vivre, la grange à côté, une soue à cochon, enfin l'étable où s'abritent 6 moutons, 4 chèvres, plus 2 bêtes à cornes pour tirer la charrue. Le tout, bien entendu, clos par des haies qui font baptiser ces pauvres fermes angevines de closeries. Celle de la famille Collineau forme avec les closeries des Chupins et des Guénolé, leurs voisins, le hameau de la Pommerée.
Un nom bien mal choisi pour un endroit où les pommiers poussent moins drus que les arrêts de bœuf, des saletés de plantes qui bloquent l'avancée de la charrue. Yvon en a encore mal au bras d'avoir avec Abel passé la journée d'hier à trancher leurs racines malfaisantes, et les bras risquent de lui tirer encore aujourd'hui. Mais d'abord, libérez Vaillant de son gardiennage. L'animal a d'ailleurs entendu son maître arriver. Il attend derrière la porte, impatient de bondir à travers le bocage. Corvée de fumier, mon tout beau, lance Yvon en caressant son poil ras, blanc et roux. Je crois que mes bras vont finir par se décrocher. Tu viens? Chapitre 2. Une force de la nature. Quelle misère de ne même pas avoir une carriole pour transporter son fumier, n'a cessé de regretter Yvon, en traînant ses sabots au long des sentiers boueux. Par 2 sauts à la fois, la corvée a duré jusqu'à la fin de l'après-midi. Il n'a pas arrêté, sauf pour manger une tranche de pain noir, frotté de sein doux. Brice voulait l'accompagner, mais la mère a refusé. Tu es trop jeune pour porter des seaux, voyons. Non, j'ai 8 ans passés, Yvon. Non, j'ai 8 ans passés, Yvon. On a... Non, j'ai 8 ans de passé, Yvon. On a 14. Et puis si vous rencontrez des loups, tu n'aurais pas peur des loups? Avec Vaillant, non. Il en a déjà tué plein. Des histoires, tout ça. De toute façon, j'ai encore besoin de toi pour mettre mon fil en écheveau. Bref, Yvon a travaillé avec Vaillant pour seul compagnon. Le garçon aurait aimé avoir le temps d'aller pêcher dans le Chéran, une rivière qui coule pas très loin, mais il est trop tard. Demain, peut-être, il ne serait pas mauvais, alors, de posséder une réserve de vers de terre. Aussi, l'enfant se met en quête. Dès qu'il a tiré un ver, Vaillant comprend ce que cherche son maître. Oreille pendante au ras du sol, il se met à flairer les mottes. Yvon en rit. Cherche les beaux vers, mon chien, cherche. Attention, c'est de la viande pour les poissons. Ça, pas pour toi. En ce qui concerne la viande, Vaillant est le moins à plaindre de la famille. Il sait la trouver lui-même, ignorant les interdictions du comte de Villatte, à qui appartiennent les terres de la Pommeraye. Quel spectacle devant l'animal tout muscle, frémissant, le nez au vent, flairant le repas à plumes ou à poil. D'un seul bond projeté par ses pattes puissantes, il plonge dans les broussailles. L'instant d'après, sa victime dans les... D'un seul bond projeté par ses pattes puissantes, il plonge dans les broussailles. L'instant d'après, sa victime entre les crocs, il réapparaît. Aucun garde-chasse ne se risquerait alors à la lui prendre. À ce moment, le regard de Vaillant ressemble à celui d'un loup, terrifiant. Ce midi, Brice n'a rien inventé en parlant de lui. Son ancien maître, Albert Chicot, un enragé de la contrebande du sel qu'il rapportait en fraude de Bretagne, affirmait que sa bête était capable d'en transporter 30 livres sur son dos. Autant qu'un homme. Il prétendait également qu'un jour, dans la forêt d'Ancenis, Vaillant avait égorgé 3 loups qui l'attaquaient. Vrai ou faux? Au seul mot de loup prononcé devant lui, l'animal se met à aboyer. L'animal se met à aboyer. Mais Albert n'est plus là pour détailler l'histoire. L'an passé, il s'est fait prendre par des gardes payés pour capturer les fraudeurs. Ces gabelous, comme on les appelle, ont découvert dans sa cave toutes les preuves du commerce interdit. Un sac à dos, une balance, des poids. Le malheureux, jugé au tribunal du grenier à celle de Châteauvilliers, a subi une condamnation terrible. 7 ans sur les galères du roi. L'instant d'après, sa victime entre les crocs, il reparaît. Chapitre 3. Le coup du sort. Pas eu de chance, à ces mots, le père explose. Qui parle de chance ici? La milice, c'est toujours pour les mêmes. Les paysans et ces autres malheureux qui se tuent dans les mines de charbon ou les carrières d'ardoise. Ah, on ne verra jamais le comte de Villette tiré au sort, ni le fils de monsieur le comte. Non, la milice, c'est bon pour les pauvres, pas pour les nobles. Le père s'étrangle de rage.
Il dit en ce moment ce que tous les pères disent lorsque l'armée, en leur prenant un fils, les prive de 2 bras solides. Pareil pour les gens d'église, enchaîne l'homme que la colère pousse à se lever. Tenez les moignons du couvent de Montjoie, par exemple, bien nourris, hein, pas fatigués. Ils ne pourraient pas porter un fusil, ils ne pourraient pas aussi tirer au sort. Que lui répondre? Ainsi vont les choses dans le royaume de France. Thomas se rend compte que sa colère ne sert à rien, mais trop énervé, il éprouve le besoin de raconter. Un peu après-midi, on passe chez le receveur du grenier à sel. Pour s'entendre dire quoi, je vous demande. Imitant alors la voix doucereuse de l'encaisseur. Rassurez-vous, le montant de l'impôt sera connu dès demain. Mais puisque la date du tirage au sort des miliciens est arrivée, ce grand jeune homme doit aller faire son devoir. La voix de Thomas redevient agressive. Qu'on se rassure, comme si j'avais peur de ne pas payer d'impôts. Si j'avais su, je ne serais pas allé à Saint-Aignan aujourd'hui. La mère, qui a fini par calmer Brice, dit que cela n'aurait rien changé. Abel est sur leur liste, Thomas comme toi sur celle des impôts. Un lieutenant serait venu ici et tout serait pareil. On connaît simplement notre malheur un peu plus tôt. De son côté, Abel a pris un air gêné, comme il se sentait responsable d'avoir sorti un mauvais numéro. Il tente de rassurer ses parents. Si on en croit Leclerc, je rentrerai peut-être avant. L'individu en question est un colporteur, un de ces nombreux marchands qui parcourent leur campagne, proposant toutes sortes d'objets. Les uns font commerce des aiguilles, des épingles, des boutons. Celui-ci essaie de placer des livres et des calendriers sans grand succès auprès des gens qui pour la plupart ne savent ni lire ni écrire. Abel et son père se sont arrêtés pour l'écouter, avant d'aller tirer pour la milice. Même si on ne lui achète pas, on écoute toujours un colporteur, car il est au courant de tout. C'est le fournisseur de nouvelles, le journal vivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Interroge vivement la mère, tandis que son mari hausse les épaules. Que le roi a décidé d'organiser une grande réunion avec des nobles, des gens d'église et des représentants de tous les autres, même des paysans. Je me souviens que Leclerc a appelé ça « réunir les états généraux ». Tout le monde y racontera ce qui ne va pas, et le roi changera les choses. Sûr que pour la milice, s'il ne sait pas, le roi, quand il saura, on sera le 5 mai 1789, me coupe le père. J'ai retenu la date. D'ici là, qui m'aidera à déchiffrer, à labourer, à semer? Moi, répond Yvon sans hésiter. Mais le père laisse échapper un gros soupir avant de se rasseoir, écrasé par le mauvais destin. C'est peu de dire que la journée a fini dans la tristesse. On a mangé en silence, puis dès la nuit tombée, tout le monde est allé se coucher. Et le lendemain a été en plus triste encore. Brice, réveillé comme les autres, a sangloté dans les bras d'Abel que la mère a embrassé en pleurant. Il a été convenu que le père et Yvon accompagneraient le nouveau soldat du roi jusqu'au poste de Saint-Aignan. Là, ils l'ont laissé sous les ordres d'un officier. Celui-ci essaye de placer des livres et des calendriers. Là, ils l'ont laissé sous les ordres d'un officier qui leur a appris que le jeune homme était enrôlé pour la milice de Châteauvilliers. Abel aurait pu être envoyé beaucoup plus loin, fait remarquer Yvon. Ils auraient pu quitter l'Anjou. Ils me l'ont pris, voilà tout, coupe le père. J'ai 2 bras en moins, à partir d'aujourd'hui, et sans doute une mauvaise surprise du côté de l'impôt de sel. De ce côté-là, Thomas Collineau ne peut pas se tromper. L'impôt de sel, la maudite diabelle, c'est toujours pire que ce qu'on attend. Chapitre 4. Un malheur n'arrive jamais seul. Place du champ de foire, les langues vont bon train. La grande affaire, bien entendu, c'est le montant de la gabelle. Certains annoncent les augmentations qui font frémir. Pour en avoir le cœur net, le père d'Yvon interpelle un paysan des Glions qu'il connaît, au moment où celui-ci sort du cabaret sous le vache. Armand, tu sais au juste, pour le prix? Ah, mon pauvre Thomas, combien de plus? 2 sous par livre. Ça met la livre de sel à 12 sous. Pas possible.
Vas-y voir, gars, tu me diras si c'est pas possible, conclut l'homme avant de s'éloigner. Le père entraîne Yvon jusqu'au grenier qui se trouve dans une rue étroite derrière l'église. Le bâtiment sert à entreposer le sel sous bonne garde. Personne n'a le droit d'en acheter ailleurs, car le commerce du sel n'est pas libre dans le royaume de France. Mais ce que les gens trouvent le plus insupportable, c'est d'être forcés d'en acheter une quantité fixe chaque année, par le roi sans tenir compte de leurs besoins. Alors, si comme le prix de la livre, cette quantité obligatoire avait aussi augmenté, si le roi imposait à ses sujets d'acheter davantage de sel encore plus cher. Thomas et Yvon ne vont pas tarder à le savoir. Ils se tiennent debout devant le bureau du receveur. Deux gardes armés veillent sur ce personnage que beaucoup ont déjà rêvé d'étrangler. À commencer par Thomas, qui redonne son nom et celui de son hameau. La Pommeraye, Colino, cherche l'homme dans un grand registre ouvert devant lui. Voilà, Thomas, Prudence, Abel, Yvon et Brice. 5 personnes, impossible donc. Aussitôt le père secoue la tête qui va d'accord. Non, non, le grand, Abel, sert dans la milice à partir d'aujourd'hui, et Brice a tout juste 8 ans. Le receveur lève les yeux étonnés sur le paysan. Cela change quoi? Sous prétexte que ton fils va servir le roi, il ne paierait pas son impôt au roi? Quant au plus jeune, il doit l'impôt, puisqu'il a ses 8 ans. Mais l'année dernière... On ne parle pas de l'année dernière, coupe sèchement le receveur. Crois-tu que notre bien-aimé Louis XVI n'ait plus besoin d'argent? Bon, à 7 livres de sel par personne, 5 fois 7 font 35 livres. J'inscris 35 à venir acheter avant le 1er avril 1789. Le père sent la colère monter en lui. Le 1er avril, d'habitude on avait jusqu'en juin pour lever le sel. Déjà, il compte dans sa tête l'argent que va lui coûter cet achat forcé. 35 livres à 12 sous. Ah, j'oubliais, ajoute le receveur. Sur ces 35 livres, retiens que cette année, 25 sont pour Pau et Salière et 10 pour les salaisons. Cette fois, la coupe déborde. Avec le sel pour Pau et Salière, on sale la soupe ou le ragoût. L'autre, le sel de salaison, on l'utilise pour conserver la viande, le poisson et le beurre quand on en fait. Or, un autre règlement insupportable interdit de se servir du premier si on manque du second. Ce qui arrive toujours lorsqu'on veut assurer des réserves pour la saison mauvaise. Attention de ne pas tricher, prévient le receveur. Si le contrôleur découvre chez toi plus de salaisons que tu ne peux en faire, 100 livres d'amende. Thomas n'y tient plus. C'est trop pour Pau et Salière et pas assez d'à l'autre. Déjà que cette année je n'ai plus de quoi saler mon cochon. Facile, tu m'achètes ce qui te manque, réplique le receveur avec un sourire qui met Thomas hors de lui. À 12 sous la livre? Non, ce n'est pas juste, s'enflamme malheureux. Vous êtes des sangsues, Le receveur bondit de sa chaise, le doigt tendu. Silence, coquin. Un mot de plus et je t'expédie à la tour salée. À ces mots, Yvon ne peut s'empêcher de saisir la main de son père. La menace est redoutable. Cette tour salée est en réalité le vieux château fort de Châteauvilliers, qui sert de prison. Son curieux nom lui vient de ce que, jadis, le chef d'une bande de contrebandiers, un nommé Baringouin, y abritait du sel passé en fraude. Dénoncé, Baringouin et ses complices avaient échappé à un assaut, filant par quelques passages secrets datant du Moyen-Âge. Sans doute, il avait fallu près d'une journée pour déménager la réserve de sel. Du coup, le vieux château avait été baptisé la Tour Salée. Y sont entassés aujourd'hui les fraudeurs du sel attrapés par les Yabelous, des dizaines de chaque année. Il faut dire que par une injustice incroyable, la province de Bretagne, tout proche, ne paie pas la gabelle. Là, on a tout le sel qu'on veut au prix d'un sou les 4 livres. Malgré les risques, quelle tentation d'en passer en 12 pour son propre usage, ou pour le revendre. Thomas se tait, il rentre sa colère, mais il ne peut supporter la vue de l'homme qui le menace, ni celle des gardes qu'il se sent prêt à lui tomber dessus. Partons, fait-il à Yvon, soulagé.
Thomas n'avoue pas ne jette pas un mot de tout le chemin du retour, pour mieux éclater une fois rendu à la Pommeraye. La milice hier, la gabelle aujourd'hui, c'est l'enfer en Anjou, avec les autres impôts à payer, enrage-t-il. Qu'est-ce qu'il va nous rester pour vivre? Pas même de quoi saler le cochon, rappelle la mère. Thomas a un sursaut. Pas saler mon cochon? On va voir ça. Du sel, je sais où en trouver pour pas cher. Chapitre 5. Pire qu'un loup, le gabelou. Yvon n'est pas tranquille. La nuit dernière, le père a filé en Bretagne contre la volonté de son épouse. Du lit d'Abel qu'il occupe maintenant, le garçon les a entendus discuter tous deux. La mère suppliait son mari de ne pas se lancer dans une aventure qui risquait de le conduire à la tour salée. Elle disait les noms d'un tas de faussonniers. C'est ainsi qu'on appelle les passeurs de sel bretons, arrêtés par les gabelous. Des malins, pourtant, qui connaissaient les 1000 détours du bocage. Discours inutile, le père était décidé. Il se souvenait d'une adresse où d'acheter du sel à un beau marché. L'ancien maître de Vaillant la lui avait donnée un jour en échange d'un service. D'ailleurs, il l'emmenait le chien, il le chargerait du sel. En cas de malchance, les gabelous ne trouveraient rien sur l'homme, et avant de s'emparer de la bête, ils devraient courir. Bref, le père est parti. Ce matin, la mère n'a pas caché sa folle inquiétude. Plutôt que d'attendre en se rongeant les sangs, le garçon a préféré répandre le fumier. À travailler, le temps passe plus vite. Mais à mesure que ce temps passe, Yvon se persuade qu'il pourrait ne plus revoir son père. Les gabelous rôdent, plus nombreux dans la région qu'ailleurs. Vu la proximité de la frontière de Bretagne, des dizaines de brigades patrouillent jour et nuit, comme des loups acharnés à saisir leur proie. Pire encore, si un faussonnier semble leur échapper, les gardes tirent dessus. Mort ou vif, il leur faut ce coupable qui leur rapportera une prime. On peut mourir pour quelques livres de sel dans le royaume de France. Décidément, travailler n'est pas facile avec des idées aussi sombres dans la tête. Heureusement, Yvon en a terminé et il peut au moins éprouver une satisfaction aujourd'hui. L'été prochain, on récoltera du blé. On en sème si rarement, mais cette terre est restée en jachère. Autrement dit, le père a choisi de n'y rien planter pendant un an. De cette façon, bien reposée puis bien fumée, elle donnera une bonne récolte. Alors on aura de la farine blanche et l'on fera du pain nourrissant. Cela changera du pain noir de seigle qui attend Yvon, ce soir comme tous les soirs. La mère et les enfants mangent du bout des dents. Yvon se sèche devant la cheminée, car la pluie l'a pris sur le chemin. Le temps s'étire. En bâillant, Brice demande si papa va rentrer bientôt. Pas tout de suite, tu dois dormir maintenant, dit la femme. Yvon aimerait lui donner du courage, mais les mots ne feraient pas revenir l'absent plus vite. Où erre-t-il à 7 heures dans la nuit noire? Le vent souffle. On guette un signe, un bruit de pas. Prudence s'est assise devant le rouet. Silencieuse ce soir, elle fait glisser entre ses doigts les grains de son chapelet en murmurant des prières. Et soudain, l'horreur, un coup de fusil suivi d'un autre, d'un troisième. La mère se redresse, le chapelet lui échappe, Yvon s'élance vers elle, lui prend les mains. Des voix, des cris, pas très loin, puis une galopade, un grattement violent à la porte. Yvon se précipite, ouvre, Vaillant s'engouffre et semble tout de suite chercher où se cacher. Un gros sac est lié sur son dos. L'instant d'après, le père surgit à son tour. Le chien, emmène le chien, commande-t-il hors d'haleine. Yvon réagit sur le champ. Vaillant, avec moi. Tous deux bondissent au dehors, plongent dans la nuit et vers la baie est proche. Ils ont disparu. Le père a refermé la porte derrière eux. Du calme, Prudence et l'air naturel, tonton roué. Il se plante devant la cheminée, attend l'arrivée de ses poursuivants. Il ne tarde pas. Des coups de crosse s'abattent sur la porte. Ouvre, bandit. On sait que tu es là. Le plus calmement qu'il peut, Thomas s'exécute. 3 gabelous se ruent dans la pièce, l'entourent. Le plus jeune, qui dit s'appeler Palu, le presse. Le sel! Où as-tu caché le sel?
Quel sel demande Thomas en prenant un air étonné. Tu t'es enfui, c'est que tu rapportais du sel. Je me suis enfui parce que j'ai entendu tirer, réplique le père. Vous restez sur place, vous, quand on tire dessus? Un gabelou ricane grassement. Ah ah, il fait le malin? N'importe, il n'a pas dû le cacher bien loin, on va vite le dénicher. Toute la maison est mise sans dessus-dessous, même Brice est jeté à bas du lit. On retourne sa couche, pas un coin qui ne soit exploré. Diablou en rage. Vous pouvez chercher, leur dit Thomas. Je ne fais pas le faussonnier. Pourquoi vous vous êtes acharné contre moi? Parce que l'autre jour, au grenier de Saint-Agnan, tu as eu les mots de quelqu'un qui n'hésiterait pas à aller en acheter du sel en Bretagne. Quand je t'ai repéré tout à l'heure, c'est le lieutenant qui parle. J'ai compris d'où tu venais. Mille excuses, lieutenant. Je rentrais des champs, j'y ai travaillé très tard. Il le faut, je suis pauvre. Mon époux a étalé du fumier toute la journée, intervint la mère. Allez y voir, il sera encore tout frais sur la terre. Les gabelous se regardent. Pour qui la prend-elle? Et est-ce qu'on a des têtes à renifler le fumier, la bonne femme? Se fâche l'un, mais le lieutenant pointe soudain le doigt vers Brice, réfugié dans les jupes de sa mère. Tu n'as pas que ce petit? Non, un grand milicien depuis 2 jours, puis un autre qui doit se trouver plus un autre qui doit se trouver par là, avec les bêtes, je suppose. Tu supposes? Appelle-le donc. Le père reste calme. Il va sur le seuil et crie dans la nuit le nom d'Yvon, plusieurs fois. Au troisième appel, le garçon arrive, vaillant dans les jambes. Le sac n'est plus sur le dos du chien. Yvon lance. Tout va bien, papa, je te fermais les tables. Mais on a tiré sur qui? Mais on a tiré sur qui? J'ai entendu des coups de fusil. Le lieutenant regarde l'enfant droit dans les yeux. On joue bien la comédie dans cette maison et en plus on a un chien. Ce n'est pas interdit, se défend le père. Prenez garde tous. Prenez garde, répète le lieutenant en invitant d'un geste furieux ses hommes à le suivre. Rappelez-vous qu'une autre chose n'est pas interdite, que je revienne. Chapitre 6. Une réunion sans pareille. À de petits signes qu'ils lisent dans la nature, les paysans savent dire. Chapitre 6. Une réunion sans pareille. À de petits signes qu'ils lisent dans la nature, les paysans savent dire comment sera l'hiver. La couleur des mousses, l'épaisseur des brumes du matin, un vol d'oies sauvages dans le ciel, ces rien leur parle. Dès la mi-novembre, ils ont su que cette année le froid frapperait fort, mais de mémoire d'homme, ils n'ont jamais connu un gel aussi long. Étangs et rivières se sont pris dans les glaces, des arbres ont éclaté, des renards, des loups même sont venus rôder autour des closeries. Depuis 3 mois, la terre est dure comme caillou, impossible de labourer. Chez les Collineaux, on grelotte en se demandant si on aura encore le temps de mettre les champs en culture. Comme chaque matin, Thomas se plante sur le seuil de la maison, les yeux au ciel, il les grimace. Rien ne semble annoncer un radoucissement. « Allons au taillis, le diable nous tient toujours » crie-t-il à travers la porte. L'appel s'adresse à Yvon, qui sort et va chercher Vaillant. Père et fils s'en vont récolter du petit bois mort, le seul dont le comte de Villatte autorise le ramassage sur ses terres. Alors que tous deux patinent sur l'arès gelé, en aval du moulin du Vire-Bouton, ils s'entendent l'appeler. « Ohé, les Collineaux !» Marius Bigodet, le meunier, leur fait des signes pour qu'ils approchent. « Tu te sens seul, Marius ?» lui demande Thomas. « T'as du temps libre, hein, avec ta roue de moulin coincée ? Te moque pas, Recteur Claude, il y aura moins de farine, conséquence. Elle sera plus chère, ouais. Tout est cher, Marius, on n'y arrive plus. Je n'ai pas encore payé un sou de gabelle, figure-toi. » Le meunier prend la mine de quelqu'un qui, justement, aurait une solution. « Je rentre de Saint-Agnan, dit-il avec précipitation. Il faut que tu saches, demain à midi, il y a une réunion pour les États généraux. Tu as entendu parler des États généraux ? Thomas réfléchit un instant, puis hoche la tête. Il se rappelle ce qu'a dit Leclerc, le colporteur, le jour où Abel a pris son service dans la milice. Le roi veut changer les choses, paraît-il. Où ta réunion ? Demande le paysan.
La chose se passera au cabaret sous le vache. On sera entre nous, pas de noble, pas de curé. Viens donc, tu ne me feras pas croire que tu n'as rien à me réclamer, que tu n'as rien à réclamer. Il y serait allé plutôt 2 fois qu'une, Thomas, au cabaret sous le vache. Celui-ci ressemble à une ruche bourdonnante. Des paysans, des ouvriers tisserands, des ardoisiers s'y interpellent bruyamment. Yvon se réjouit que son père n'ait fait aucune difficulté pour lui permettre d'assister à une réunion, comme jamais Saint-Aignan n'en a connu. Perché sur un tabouret, pour mieux y voir, il reconnaît quantité de figures. Le meunier Bigodet, bien sûr, le forgeron Rouget de Beaumont, les 2 frères Parent, le sabotier Louvaine, d'autres visages lui sont inconnus. Par exemple, ceux des 2 hommes habillés en bourgeois qui discutent au fond de la salle. L'un se tient debout, l'autre assis derrière une table où sont étalées des feuilles. À côté d'une plume et d'un encrier, Yvon se penche à l'oreille de son père pour savoir si lui les connaît. Celui qui va écrire, oui, c'est Guillaume Thésée, un commis de l'ardoisière des carreaux. Près d'Avrier, il a l'habitude de manier la plume. L'autre, ma foi, se nomme Kermasson, Joseph Kermasson. Un avocat, leur apprend un voisin. Il exerce à Angers, mais ses parents sont du pays. C'est lui qui a décidé cette réunion. Et Yvon se dit qu'avocat, au moins l'homme va savoir parler. S'il parvient à faire cesser le brouhaha qui grandit, on ne s'entend plus. Sur ce, les 12 coups de midi sonnent à l'église. Joseph Kermasson n'attendait que ce moment, car il se met à frapper sur la table en demandant le silence. Sa voix d'avocat s'impose vite. Les discussions s'éteignent. Chut, écoutons. Mes amis, commence l'homme, merci d'avoir répondu à mon appel, mais vous devez savoir que vous répondez d'abord à votre souverain, Louis XVI, roi de France, qui veut connaître les doléances de tous ces sujets. Les quoi? Coupe une voix. Parlez clair, monsieur l'avocat. Nous, on n'a pas votre instruction. On saura quand même dire les choses, ajoute alors le boucher Le Tournier. Joseph Kermasson calme ses réactions en faisant signe qu'il doit s'expliquer. Vos doléances, c'est l'ensemble de vos plaintes et de vos souhaits. Vous allez les dire librement, sans peur, comme vous les dites dans vos villages et des vos hameaux. Monsieur Thésée, ici présent, se chargera de les noter et d'en faire le cahier des doléances de Saint-Aignan. Qui le portera au roi. Ce cahier demande un homme. Je ne m'y vois hier, moi. Partout en France, on en rédige de semblables, répond l'avocat. Au total, cela en fait beaucoup. Bien sûr. Il est donc prévu de regrouper les demandes par région. Si vous le voulez, je me chargerai de porter le vôtre à Angers. Vraiment, personne dans la salle ne se sent de taille à se rendre dans la grande ville, d'autant qu'ensuite, il faudra aller à Paris ou à Versailles, auprès du roi. Comme continue de le préciser Joseph Kermasson, du coup, d'une seule voix, ce dernier se retrouve délégué de Saint-Aignan. Eh bien, mes amis, enchaîne l'avocat, merci pour votre confiance. N'attendons pas davantage. Quelles sont vos doléances ? Cette question produit l'effet d'une vanne qu'on ouvre pour libérer une eau prisonnière. De tous les coins de la salle, un seul mot jaillit, la gabelle. À bas, la gabelle. À mort les gabelous, crie du cœur. Chapitre 7, un cahier bien rempli. Guillaume Thésée reste la plume en l'air, tourné vers Joseph Kermasson, qui s'efforce de ramener le calme. Je comprends, mes amis, écoutez-moi. Essayons de travailler paisiblement. La gabelle, c'est l'enfer dans notre province. Nous l'écrirons. Mais qu'est-ce maudit impôt que nous fasse pas oublier les nôtres, les autres? Toi, par exemple, que veux-tu qu'on écrive? Demande l'avocat en interpellant l'homme le plus proche de lui. Qu'on en finisse avec les corvées des grands chemins.
Il a raison, appuie son voisin. Elle nous enlève trop souvent à nos travaux, même dans le temps des récoltes. Il faut supprimer le tirage au sort pour la milice, intervint alors Thomas. Qu'au moins les nobles et les curés en soient, complète un autre. La plume de Guillaume Thésée court sur sa feuille. La bride est flashée, les plaintes fusent, nombreuses. L'impôt sur les moissons est trop élevé, signale un paysan. L'an passé, j'ai dû donner une gerbe sur une 12 à notre compte, et la plus belle. Et pourquoi payer la taille, nous tout seuls? On nous demande de l'argent sur nos malheureux arpents de terre, pendant que monsieur les nobles qui en ont tant ne versent pas un sou. La réunion se prolonge, la liste s'allonge, le roi ne doit rien ignorer de ce qui rend son peuple malheureux. On lui dit tout en vrac. La chasse interdite, la dîme pour entretenir le prêtre, les graines mangées par les pigeons venus des colombiers et des châteaux, l'impôt sur le chanvre récolté, la gabelle enfin, cette sinistre gabelle qui représente à elle seule la moitié de tous les impôts réunis. Le seul mot de gabelle déchaîne de nouveau le tumulte. Nombreux sont ceux dans l'assemblée qui ont un parent ou un ami en prison dans la tour salée de Châteauvier pour avoir froidé le sel. On nous pousse à faire les faussonniers, dénonce quelqu'un. Il faudra l'abattre, cette tour, clament plusieurs. Plutôt y enfermer les gabelous, préfèrent d'autres. Joseph Carmasson laisse monter vers lui ses vagues de colère. Des mouvements de la tête, il marque qu'il partage le mécontentement général. À leur tour, les hommes rassemblés crient leur désaccord lorsqu'il leur propose de terminer le cahier de doléances de Saint-Aignan en demandant au roi de supprimer dans les délais les plus brefs l'impôt sur le sel. Car il n'y a pas d'impôt plus injuste, n'est-ce pas? L'Anjou, la Bourgogne, la Champagne, la Normandie, l'Île-de-France le paient au plus lourd. Alors que d'autres provinces le paient à moitié et d'autres, comme la Bretagne, pas du tout. Le roi doit établir la justice entre ses sujets. Nous le disons, nous l'écrivons. Soyez sûr que je saurai défendre vos exigences et d'ajouter le doigt levé, le ton grave. Sachez, mes amis, qu'un jour il faudra en finir totalement avec les avantages dont profitent les nobles et les gens d'église. En finir avec ce que ces messieurs de la noblesse et du clergé appellent leurs privilèges. Ce n'est qu'avec la fin des privilèges que nous serons tous les enfants d'une même patrie. Jamais le cabaret Soulvache n'a ressenti de telles acclamations. L'Assemblée fait un triomphe aux délégués de Saint-Aignan. Ah, on ne regrette pas de l'avoir adopté pour porter le cahier des doléances à Angers. À Paris peut-être. Vrai, cette réunion a fait du bien. On est prêt d'y croire à la justice. Noblesse et clergé n'ont qu'à bien se tenir. Et l'on se sépare, le cœur plein d'espérance, même d'apprendre que les gabelous sont venus chez lui ce matin, n'arrive pas à assombrir Thomas. Sur le retour, il n'a cessé d'affirmer à Yvon qu'il allait se passer des choses importantes en cette année 1789. Il le sentait. Entends-tu, ils ont encore fouillé partout, répète sa femme. J'ai perdu mon temps à remettre les choses en ordre. Ils t'en veulent, Thomas, ce lieutenant palu surtout. Ils ne peuvent rien trouver, sois tranquille, Prudence. Un jour, c'est nous qui jeterons les gabelous dans la tour salée, se réjouit tout haut Yvon. Papa est sûr que 89 sera une grande année pour les pauvres gens. La femme fait aller son rouet, la mine fermée. Je ne retiens qu'une chose, moi, dit-elle. Le lieutenant a prétenu que du sel de contrebande il était capable d'en trouver, même où il n'y en a pas. Chapitre 8. Des gabelous partout. Les mâchoires du froid se sont enfin desserrées.
Hélas pour les semailles, c'est presque trop tard. Il a beau faire plus doux, le printemps commence avec la pluie, labourée, hercée, les terres ramollies, devant une peine infinie, comme les bras d'Abel seraient utiles. Thomas et Yvon ont attelé les deux petites vaches à la charrue. On doit leur côté à ces pauvres bêtes, la travail chaîne. On n'aura pas le temps de préparer tous les champs. Mais sans semelle, mais sans semaille, pas de moisson, sans moisson, le cortège des malheurs. Que mangera-t-on? Quand vendra-t-on au bout de l'an? Et la gabelle qui devra être payée dans 2 semaines, sous peine de voir arriver dans la closerie un commis du grenier à sel. Affreuse chose, l'homme circule partout. Choisit, emporte, table, lit, mouton. On peut être tranquille après son passage, la gabelle est largement payée. Les parents d'Yvon font leur compte. À l'évidence, ils ne pourront pas acheter le sel obligé à la date imposée. L'argent tiré de la vente du seigle la saison dernière est dépensé. Celui qu'ont rapporté les écheveaux des chanvres très entamés ne suffira pas. Il n'y a pas de solution, déclara le père. Des sous, il faut en faire avec ce qui reste du sel breton. J'ai idée à qu'il ventre. La mère sursaute. Elle ne veut plus entendre parler de ce sel. C'est bien simple. Il se trouve encore dans le sac, caché au creux d'un chêne derrière l'étable. Si son mari l'avait écouté, il n'aurait même pas salé le cochon. Plutôt tout jeter au fond du puits que d'ajouter à la peur des gabelous celle d'un contrôleur des salaisons. Prudence, dit le père sans s'énerver. Est-ce que tu veux voir les commis du receveur emporter notre lit, ou celui de Brice sous ton rouet? La mère fait tourner son engin rageusement. Elle les connaît, les commis du grenier à sel. Son mari dit vrai, mais le danger la paralyse. Ils t'attraperont, Thomas. Ils te surveillent. Si tu ne les vois pas, je suis sûr que te voient. Yvon sait qu'elle a raison. Du reste, pourquoi s'étonner que les gabelous fouinent sans cesse? C'est leur métier de tendre des pièges, des pieds, de fourrer leur nez partout. Ils ont tous les droits. Yvon aimerait dire quelque chose, cependant il n'y va pas par 4 chemins. J'ai un moyen, lance-t-il. On charge Vaillant avec le sac, papa m'indique où vendre le sel et je fais l'affaire à sa place. La mère en arrête son rouet. Elle regarde son mari, son fils, muette. Pas bête, s'éclame le père. C'est sur moi que les gabelous ont l'œil. Tu viens de le dire, prudence. Ne traînons pas, faisons comme tu dis, Yvon. Tu iras à Empoigne, la première maison sur la droite. Laisse Vaillant dans la haie, ne l'appelle que lorsque ton compte aura ouvert. Ce sera chez qui? Interroge Yvon, excité de joindre l'important. Chez Mataron, un faiseur de salaison. Tu lui prendras 6 sous la livre. Il y gagnera encore s'il discute. Rabaisse un sou, pas plus. La mère se prend la tête dans les mains. Ces hommes la feront mourir. Elle se retient de lancer une claque à Brice lorsque l'enfant demande s'il peut accompagner son frère. Quelques instants plus tard, Yvon se retrouve au sein du bocage. Son père reste exprès à la closerie pour détourner l'attention de ses pourchasseurs, si jamais il rôdait encore dans les parages. Le garçon éprouve un consentement profond. Depuis qu'Abel a quitté la ferme, son père le traite comme un grand. Par exemple, il n'hésite plus à lui confier la charrue, ou bien il lui explique comment tirer parti de leurs terres pauvres en y alternant culture et jachère. Mais aujourd'hui, il vient de lui donner une très grande preuve de confiance. Yvon a l'intention de s'en montrer digne et de rentrer ce soir avec l'argent. Le garçon traverse le petit bois de Lourzé. Prudemment, il oblige son premier porteur à 4 pattes à se maintenir. 30 pas en arrière. Le pays peut sembler désert. Il sait que les chasseurs de primes apparaissent toujours par surprise. Étrangement, d'ailleurs, il se sent calme. Il a le pressentiment que tout va bien se passer. Il déchante vite. Un obstacle complètement oublié l'arrête. Le Chéran, qui roule de hautes eaux, Yvon se mord les lèvres. Dépité. Le premier pont se situe en aval à la Boissière.
Quel détour et quel danger supplémentaire! Vaillant le rejoint. Aussitôt l'animal tend le cou vers l'eau, visiblement ni le courant ni la distance ne l'intimident. Il fixe son maître en attendant l'ordre de sauter. Mais le garçon est loin d'avoir son assurance. Il ne sait pas nager. Et puis le sel va être trempé et fondre, perdre du poids. Il réfléchit, quand d'un seul coup, sur l'autre rive, des formes en mouvement accrochent son regard. Il bondit en arrière, s'abrite derrière un arbre suivi de beaux prépares vaillants. Il jette un œil et reconnaît l'uniforme des soldats de la gabelle. Le garçon bénit à présent la frontière liquide qui interdit aux gabelous d'aller plus savants. Malheureusement, une chose est sûre, la vente du sel ne se fera pas aujourd'hui. Allez au diable, rage le garçon entre ses dents. Viens, vaillant, rentrons, le coin est devenu trop dangereux. Leur retour s'effectue à toute allure, l'œil et l'oreille aux aguets. À chaque détour, Yvon s'attend à se heurter au sinistre uniforme. Pourra-t-on un jour circuler dans le bocage chandonné du nez contre un gabelou? Enfin, ils arrivent sains et saufs, mais au moment où l'enfant s'apprête à replacer le sel dans sa cachette, un remue-ménage provenant de la maison frappe ses oreilles. Puis il entend sa mère hors d'elle. « Je vous interdis de toucher à mon fils. » Là-dessus, Brice éclate en sanglots. Le père s'en mêle. « Vous n'avez pas le droit? On ne parle pas de droit quand on fait le commerce du faux sel, hurle une voix mauvaise. Yvon comprend. À coup sûr, le lieutenant Palu a tenu parole. Il est revenu, décidé à trouver ce qu'il cherche. Malheur. S'il s'avisait de fouiller partout, vraiment partout, Yvon prend peur. Toute trace de faux sel doit disparaître. Alors il reprend le sac. Ne bouge pas, mon chien, je reviens tout de suite. Le garçon connaît une mare, à 100 pas de là. Résolument, il y projette le sel si durement acquis, puis revient en hâte vers la closerie. Léger comme une ombre, il atteint la maison qu'il contourne, se perche sur un tonneau à cidre qu'il doit se hausser sur la pointe des pieds pour lorgner par l'œil de bœuf, ouvert dans le mur du fond de la grande pièce. Le spectacle qui s'offre à lui l'étonne à peine. Le fameux lieutenant Palu est bien là. En ce moment, il pointe son fusil sur la poitrine du père qu'Yvon voit de dos. À 3 pas, sa mère serre Brice contre elle. 2 autres gabelous sortent alors de la chambre des garçons. « Bon, le ménage est fait, » ricane l'un. « Pas de sel, lieutenant, » ajoute l'autre. « On pourrait passer la ferme au peigne fin maintenant. »« On pourrait, » admet le lieutenant, « mais j'en ai assez de perdre mon temps avec des menteurs. »« Donc pas de sel, » insiste l'officier en se tournant de nouveau vers le père. « Depuis longtemps, je vous le répète, nous avons tout consommé. Tu aurais pu t'en procurer en fraude. C'est vraiment une idée fixe. Alors trouvez-le, lâche le père. » Le chef des gabelous esquisse un mauvais sourire avant d'annoncer. « Tu me mets au défi, coquin? Eh bien, si j'en découvre une seule poignée, ton compte est bon. » Excédé, Thomas saute les épaules. Le garde jette un regard circulaire dans la pièce, puis « Arthur, regarde dans ce seau-là, près de la table. » L'homme s'exécute. « Vide, lieutenant. »« Pose-le à mes pieds. » « Est-ce qu'il est toujours vide? » Le garde roule des yeux ronds. « Bien sûr qu'il est vide. » Alors le lieutenant retourne son fusil et du sel tombe du canon dans le seau. Alors le lieutenant retourne son fusil. « Ha ha !» s'éclate l'un des gabelous en se tapant sur les cuisses. Sacré menteur, pour un peu il aurait juré qu'il ne connaissait pas la Bretagne. Le père ne peut se contenir. Le père ne peut se contenir. Vermine, on me l'avait dit que vous inventiez le sel, vous êtes des brigands, des canailles. Immédiatement, 2 fusils le couchent en joue, pas chargés de sel cela. Et tu ne l'as pas cru, se moque le lieutenant, tu as eu tort. Yvon blêmit. La suite risque d'être terrible. Elle l'est. Avec une incroyable brutalité du bout de leur canon, les gabelous poussent les parents dehors. La mère saisit Brice dans ses bras. L'enfant, terrorisé, ouvre des yeux immenses. « Et mon petit, gémit la femme. « Tu as le choix, grogne l'homme sans pitié. Tu le prends avec toi ou tu le laisses si une voisine. » Mais la mère a serré Brice plus fort contre elle. Le lieutenant, comme un geste qui signifie « comme tu veux », Yvon se mord les mains pour ne pas crier, quand venu de la cour, la voix de sa mère se retentit une dernière fois.
J'ai un autre petit, mon Yvon. Que va-t-il devenir? Il fallait y penser avant, aboua le lieutenant à bout de patience. Qu'il se débrouille, ton Yvon. Chapitre 9. Yvon se débrouille. Comme à l'habitude, le colporteur Leclerc a dressé son étal, place du champ de foire, au cœur de Saint-Aignan. Il fait l'article pour un petit livre qu'il brandit comme une arme. À l'entendre d'ailleurs, cet ouvrage est véritablement une arme. Jamais personne n'a si fortement attaqué les privilèges de la noblesse et du clergé, assure-t-il sur un ton convaincu. Allons, 10 sous, pas même le prix d'une livre de sel pour un livre qu'on s'est arraché à Paris. Yvon écoute le colporteur, toujours très entouré mais qui ne vend guère. Comment il s'appelle ton livre, savoir un paysan? Il s'appelle Qu'est-ce que le tiers-état? Tu sais ce que c'est le tiers-état, insiste Leclerc qui croit savoir accrocher un client. Répète le colporteur avec agacement car il sent qu'il n'a pas vraiment à faire référer un acheteur. Le tiers-état, c'est toi, moi, les marchands, les paysans, les ouvriers, tous les gens du troisième ordre. Et sa main désigne ceux qui l'entourent. Il faut tout un livre pour dire ça, lance un plaisantin qui entraîne ses voisins dans le rire. Vous moquez pas, glapit Leclerc en braquant le livre. Si votre cahier de doléances a une chance d'être pris au sérieux, vous le devrez à CIS, l'auteur de ces pages. Non, vous moquez pas. Personne mieux que lui n'a pris votre défense. Sans CIS, le tiers-état n'aurait pas les mêmes droits à la parole que la noblesse et le clergé. Du coup, le clerc captive son monde. Il s'est donc passé des choses à Paris. On se souvient que le délégué Kermasson, l'avocat, a été désigné pour aller discuter aux États généraux réunis à Versailles. Mais depuis plus de nouvelles, on le dit au colporteur. Ce parleur adore montrer ce qu'il en sait plus que tout le monde, alors il explique. Jean de Saint-Aignan, il y a 10 jours, le 17 juin 89, les délégués du tiers-état, plutôt les députés du tiers-état, ont déclaré que puisqu'ils avaient été choisis par des millions de franges de gens, ils représentaient la nation française. Aussitôt, CIS leur a proposé de se constituer en assemblée nationale. Cela signifie que désormais, nos députés parleront au nom du peuple tout entier, sans se soucier de l'avis des nobles et des curés. Parlez, les mots n'ont jamais changé la vie, se plaint un homme dans l'assistance. Est-ce qu'ils vont faire des lois nouvelles, nos députés? Sûr, le premier acte de l'Assemblée nationale a été de décider que le peuple ne paierait plus les impôts qu'elle n'aura pas prouvés. Alors la guébelle va être supprimée, questionne un autre avec plus d'insistance. Pourquoi non, répond Leclerc. Les impôts honteux et les privilèges ont du plomb dans l'aile. Je vous dis, si vous ne me croyez pas, lisez donc ce livre. Allons, 10 sous. Tenez, je vous le fais 8. 8 sous en l'honneur de l'Assemblée nationale. S'il savait lire, Yvon l'achèterait tout de suite. Ce petit livre, s'il savait lire et s'il avait 8 sous de plus, 8 sous de trop. Ce qui n'est pas le cas. Comment vit-il depuis la dramatique arrestation de ses parents? Il se débrouille, prenant soin des bêtes et désherbant les champs mis en culture. Au fond, une seule chose l'intéresse, retrouver ses parents qui, depuis près de 3 mois, enfermés dans la tour salée, attendent toujours que le tribunal fixe leur peine. Pour savoir quand ils allaient être jugés, Yvon s'est rendu plusieurs fois au grenier à celle de Châteauvilliers, où siège le tribunal des fauçonniers. Hélas, la réponse a été désespérément la même. Dans un mois peut-être. Découragé, il a cherché à rencontrer Abel, pour lui apprendre la mauvaise nouvelle, et trouver auprès du grand fer un peu de réconfort. Mais Abel est parti pour Paris avec son régiment. Le roi a besoin de troupes là-bas. Enfin, il paraît que demain, c'est sûr, ces messieurs de la justice vont daigner rendre leurs arrêts.
Alors l'enfant a quitté la pommeraie tôt ce matin, laissant la closerie sous la garde de Vaillant. Un détour par Centagnan lui a permis de vendre les derniers écheveaux filés par sa mère. Il tient à Il tient à posséder quelques sous pour ses parents, si par bonheur ils étaient relâchés. Il a couvert 5 lieues d'une traite avant de passer la nuit dernière dans une grange, puis quatre nouvelles lieues avant d'atteindre Châteauvilliers, ont mis les pieds en feu. Une énorme ampoule le torture. N'importe, il traverse la ville et se rend droit au siège du tribunal. Il entre, avise un employé, demande pour ses parents. L'interpellé lève à peine le nez de son registre pour lancer. Colino, prudence 10 mois de prison. Thomas, 2 ans. Ce n'est pas possible, s'écrie Yvon abasourdi. Si fait remarque, ajoute l'employé en consentant à lever la tête. Tu peux aller leur dire bonjour, c'est permis maintenant qu'ils sont jugés. Comme un automate, Yvon quitte le grenier à sel, atteint la tour salée. Là, une autre déception l'attend. Au portail, la sentinelle lui révèle qu'il ne pourra voir que sa mère et son petit frère. Son père est supposé dangereux. A eu les honneurs du donjon à l'accès interdit. Le cœur gros en compagnie des proches d'autres victimes des gabelous, le garçon emboîte le pas à un gardien, traverse la cour où vont et viennent des hommes en armes, pénètre dans un bâtiment et tombe en arrêt devant le spectacle qui se présente à ses yeux. Une salle immense, très haute de plafond, aux murs de pierre percés d'étroites fenêtres ici et là, au sol, vraiment à même le sol, des paillasses alignées par dizaines de part et d'autre d'une allée centrale. À peine si les malheureux entassés là peuvent circuler entre les couches infâmes qui leur servent de lit. Yvon, maman, Yvon, là! Brice a vu arriver son frère et le crie. Yvon se précipite et les 3 Collineaux se serrent, s'embrassent. Qu'es-tu devenu, mon Yvon? Comment vas-tu? Harcelé des questions, le garçon rassure, explique, raconte, puis l'on parle du père. Il n'a pas supporté la tromperie du lieutenant Palu, raconte la femme à son tour. Le maudit gabelou est venu témoigner au jugement. Ton père s'est énervé, ça lui a coûté 2 ans dans la tour. La visite passe à une allure folle. Déjà le gardien avertit que les 15 minutes sont écoulées. Brice s'approche à son frère. Yvon, quand tu reviendras, tu feras comme les autres, tu apporteras des sous. J'ai faim, on n'a que de la mauvaise soupe à manger ici. Des sous? Yvon fouille dans sa poche, en tire l'argent et le place dans les mains de sa mère. Celui de tes derniers écheveaux, maman. Vous pouvez donc acheter à manger? Oui, par les gardiens. Ils profitent de notre misère, tu peux me croire. Mais toi, tu vas avoir besoin? Non, proteste Yvon, je me débrouille. N'empêche, maintenant, pour vous aider. Ne te soucie pas de cela. Essaie de le rassurer, sa mère. Entretiens la closerie le mieux possible. Tous les deux, nous travaillerons dur. Quand je serai sorti, le père sera fier de nous. Il faut partir, le gardien menace d'interdire les visites. Yvon se retourne pour un dernier geste, il sait qu'il reviendra dès la semaine prochaine. Ah, s'il pouvait de nouveau apporter un peu d'argent. Sur cette pensée, le gardien qui reconduit les visiteurs au portail le tire par la manche. Il a un air mystérieux, assourdissant sa voix. Il dit « Pour ton père, je peux faire une exception et améliorer son ordinaire, si tu peux bien. Mais je n'ai pas de sous. Ta. Ce n'est pas à Félix Legrevin qu'on raconte des histoires. Va, je sais qui tu es. Père Faussonnier, fils Faussonnier, hein. Une bonne adresse où se procurer du sel breton, tu connais. Ne me dis pas le contraire. Yvon ouvre de grands yeux. Où veut en venir le bonhomme? Je suis la discrétion même, poursuit le nommé Félix. Et confiance, j'arrangerai les choses pour toute la famille. Seulement donnant, tout service se paie, entendu? Alors sans plus réfléchir, Yvon fait oui de la tête.
Aussitôt le gardien lui lance un clin d'œil complice, satisfaisant d'avoir amorcé une bonne affaire. Soucieux d'assurer ses bénéfices, il ajoute même ses paroles incroyables. Attention, pas de bêtises, ne va pas te faire prendre par les gabelous. Chapitre 10. Sel breton, sel tout bon. Vrai de vrai, mon bon vaillant, on nous oblige à faire les faussonniers. Le chien regarde son maître avec les yeux de quelqu'un qui comprend. Je n'accepterai jamais de laisser la famille mourir de faim, continue Yvon en lissant le poil de la bête. Il me faut de l'argent. Je vais te dire, encore une chance d'être tombé sur un garde intéressé. Bien sûr, ce Félix le Grévin, risque de se montrer gourmand, mais nous rapporterons un gros chargement. Car Yvon a décidé de se rendre en Bretagne. L'ennui, c'est qu'il ignore où son père s'est procuré du sel à bas prix et où le revendre. Ce traficoteur de le Grévin pourra-t-il lui indiquer quelqu'un qui n'aille pas le dénoncer? En attendant, première urgence, savoir de quoi payer ce sel breton. Pas question, bien sûr, de sacrifier une bête de leur maigre troupeau, à moins. Yvon repense qu'une brebis a fait agneau. Il tirera bien de la vente du nouveau-né quelques sous pour s'approvisionner en sel. S'il fait un bon bénéfice, il pourra même racheter un bon mouton de bon poids. Malheureusement, ni les Guénolés ni les Chupins, les voisins, n'ont un sou d'avance. Du coup, Yvon se voit obligé de traverser le bocage avec son agneau pour aller le proposer à Le Tournier. Il en profite pour demander au boucher de Saint-Aignan s'il y a du nouveau venant de Paris. Tu veux parler de l'Assemblée nationale, comprend le marchand. Des bruits, rien que des bruits, ça ne doit pas aller tout seul pour les députés du tiers-État. Il paraît que le roi a fait masser autour de Paris plusieurs régiments de province. C'est la vérité, confirme Yvon. Mon frère Abel y a été envoyé. Petit, cela prouve que le roi n'est pas de notre côté. Je l'ai dit tout de suite, moi, à l'avocat Kermasson. Le roi, c'est le plus noble des nobles et le plus curé des curés. Rien à attendre de lui. Il faudra que ça bouge si on veut que ça change. Yvon, ses sous en poche, n'est pas à repasser par la pommerie. Son fidèle vaillant à ses côtés, il se dirige droit vers la Bretagne, dont la frontière avec l'Anjou passe à 3 lieues de Saint-Aignan. Il a l'idée de pénétrer rapidement dans la province sans gabelle afin d'y dénicher un vendeur de sel avantageux. Ensuite, il rentrera chez lui à la faveur de la nuit. Pour gagner du temps, il emprunte la route directe vers la Guerche de Bretagne, sur laquelle il avance hardiment. Il ne donne pas le moins du monde la pression de se cacher, et lorsqu'arrivé à Brain-sur-les-Marches, une évitable patrouille de gabelous l'arrête. Il ne témoigne d'aucune inquiétude, il s'attendait du reste à leurs questions. Où vas-tu? Rendre visite à ma tante malade à la Guerche de Bretagne, répond-il ainsi qu'il a préparé dans sa tête. Une tante malade qui vend du sel pas cher. Peut-être qu'elle en vend aux Yvon, mais moi je ne serai jamais faussonnier. Sûr, si elle m'en met quelques grains dans la poche pour chasser le diable, je ne la laisserai faire. Ce ne sont pas quelques grains qui vous fâcheraient. Les Gaboulous connaissent comme tout le monde cette croyance populaire qui veut que le sel chasse le démon. Le sel, ça ne pourrit pas. C'est pourquoi le diable, le grand pourrisseur de l'univers, fuit quand on lui en jette. Les Gabelous lorgnent vers Yvon qui les sent prêt à le laisser passer. Mais l'un d'eux, plus méfiant, secoue la tête. Non, trop malin, le gamin, il essaie de nous endormir avec sa tante et son diable. Va au diable toi-même, jette l'homme, et ne succombe pas à la tentation, nous sommes partout. Raté. Yvon rebrousse chemin, jusqu'à ce que les Gabelous ne soient plus en vue. Alors il s'enfonce dans le bocage et se perd bientôt dans la forêt de la Guerche. Se perdre est bien le mot. Yvon ne s'est jamais aventuré par ici. Il progresse dans l'ombre derrière Vaillant, sans savoir où ses pas le conduisent. À leur approche, les taillis frémissent de glissements mystérieux. Des cris d'oiseaux dérangés percent le sous-toit obscur. Rien de cet inquiétant concert de la nature ne semble distraire Vaillant qui avance. Et soudain,
Yvon comprend. Le chien sait où il va. Lui, son flergue le guide. Il suffit de le voir. Né au sol, suivre l'invisible trace que seul ce flair unique peut déceler. Son itinéraire est sûr, sans aucun doute. L'un de ceux qu'il a régulièrement suivi. Qu'il a régulièrement suivi avec son ancien maître. Yvon a raison de se laisser guider aveuglément. Le fidèle animal le conduit droit à la porte d'une chaumière qui se dessine soudain derrière un rideau de peupliers. Et chose merveilleuse, il fait ouvrir cette porte en grattant comme un signal convenu. Crac, crac. Vaillant, te voilà de retour, s'exclame une femme en tablier de fermière, mais avec une superbe coiffe de dentelle sur la tête. Son plaisir de retrouver l'animal est évident, car elle le flatte un moment d'entre les oreilles. Puis ses yeux se détournent vers Yvon, interrogateur. Je suis son maître, s'empresse d'expliquer le garçon, le fils de Thomas Collineau, un ami d'Albert Chicot. Compris, coupe la Bretonne en les faisant entrer. Et c'est toi qu'on envoie aujourd'hui. Yvon ne veut pas perdre de temps à tout expliquer. Il préfère demander s'il y a du sel. Du bien blanc, petit. Sel breton, sel tout bon. Et pas cher. 3 livres pour un sou. Le garçon ne doute pas qu'elle profite de son inexpérience pour le voler un brin, mais comparé au prix de l'Anjou, ce sel breton reste une bonne affaire. Il en commande 30 livres. Tu peux te vanter d'avoir hérité d'un chien robuste, dit la femme, tout en pesant la marchandise. Sais-tu que parfois Vaillant est venu tout seul depuis chez vous, ajoute-t-elle en aidant à fixer le sac sur le dos de l'animal. Un parfait commissionnaire et insaisissable. Un conseil pour repartir, laisse-le te conduire. Il connaît la forêt par cœur, répond Yvon en payant. Je m'en suis aperçu en venant. Je t'ai dit pour repartir, insiste la femme. Son premier maître lui a enseigné un chemin par les creux de Moran et la Combe Saint-Loup. Toujours dans la forêt de la Guerche, toujours, mais plus au sud. Marécageux, épais, on en sort à main droite de Chelin, le premier village d'Anjou après la frontière. J'ai donné le même conseil à ton père l'autre fois, je ne sais pas s'il m'aura écouté. Il avait l'air très pressé. Moi je prendrai le temps si c'est plus sûr. Après Chelin, je connais, le Chéran prend sa source par là. C'est plus sûr, confirme la ferme. Je veux dire, c'est plus sûr pour éviter les galous. Pour le reste. Chapitre 11. Entre chien et loup. Pour le reste, s'inquiète Yvon. Oh, des histoires comme on en raconte dans nos campagnes, répond vaguement la vendeuse de sel. Allons, ne t'attarde pas, fais confiance à ton Vaillant. Yvon a toutes les raisons de suivre ce conseil. Le chien, fidèle à son extraordinaire mémoire, atteint rapidement la lisière de la forêt. Une fois là, il poursuit dans la direction opposée à celle qu'il a suivie pour venir. Enfin, une grande lieue plus loin, sans crier gare, il s'enfonce dans le sous-bois, à l'endroit que lui dicte sa parfaite connaissance des lieux. Immédiatement, le garçon se rend compte qu'ils ont pénétré dans un taillis inextricable. S'il existe des endroits où la nature donne l'impression de refuser, la présence humaine, ce coin de forêt est de cela. Arbres serrés, lianes, ronces géantes, buissons épineux, autant d'obstacles entremêlés qui exigeraient de la serpe et la hache pour frayer un passage. Au lieu de cela, des mains nues et l'obligation d'avancer en dépit des épines qui pénètrent la peau ou des branches qui giflent le visage. Doucement Vaillant, finit par demander Yvon. À chaque pas, le garçon a l'impression que des bras griffus le tirent en arrière. Il s'empêtre, piétine, tandis que l'animal se coule, contourne, saute, sûr de suivre le bon chemin. À l'appel de son maître, il ralentit un moment, puis repart aussitôt, indifférent aux agressions d'une végétation qui a poussé l'affolement. Yvon ne saurait dire combien de temps il a marché, ni quelle distance il a parcouru quand il a fait de nouveau halte. Vaillant, qui s'est de lui-même arrêté, désormais se retourne fréquemment pour s'assurer que son maître le suit de près. Celui-ci soupçonne une difficulté, d'autant que s'amorce une pente de plus en plus nette. En même temps, sous ses sabots, il sent le sol plus mou, plus glissant. Lui revient alors à l'esprit que la vendeuse de sel a parlé de marécage, de creux de Moran. Vraiment, la seule satisfaction à tirer de ce parcours tient en la maigre chance d'y croiser des gabelous.
bien assez de regarder d'où vous posez les pieds. Le terrain est redevenu plat, mais il se ressemble maintenant à une vaste éponge. Vaillant enfonce jusqu'au jarret, Yvon progresse avec de l'eau boueuse à mimmoler, soudain le levant au passage des nuées de moustiques voraces. Quel soulagement de découvrir qu'enfin le terrain y remonte et que les sabots reprennent contact avec une terre solide. Va, mon chien, je te suis, lance Yvon figé de partout, mais pressé d'en finir avec ces expéditions peu communes. L'animal semble animé du même sentiment, il repart de plus belle. Ne crains rien, je ne te perds pas, lui répète Yvon quand Vaillant de nouveau s'immobilise. Pourtant le garçon l'imite aussitôt. Il comprend ce qui a bloqué le course de son compagnon à courte distance, des bruits qui n'ont pas l'air naturels. Branches craquées, feuillages froissés, Vaillant, une patte levée, reste aussi raide qu'une statue. Mais sa gueule s'ouvre, les crocs apparaissent, Yvon avale sa salive. Qui est là dans ce lieu inhumain? Qui les a entendus approcher puisque les bris s'éteignent? Au moment d'angoisse et brusquement, l'attaque jaillit des fourrés. Deux bêtes surgissent, deux loups qui fondent sur Vaillant en hurlant. Assaut d'une violence inouïe que le chien évite de justesse. En bondissant par-dessus les fauves. L'instant d'après, il se retourne et fait front. Ses adversaires se ruent sur lui une seconde fois, gueule béante. Vaillant se dresse sur ses pattes arrière et projette l'un d'eux dans un fourré. Mais le second loup a refermé les mâchoires sur sa cuisse gauche. Le chien pousse un cri de douleur, s'arrache à la morsure, attaque à son Le chien pousse un cri de douleur, s'arrache à sa morsure, attaque à son tour. Ses crocs se plantent dans les schistes à sa portée et serrent. Yvon, pétrifié, entend les os du loup craquer. La bête sauvage s'affaisse, pantelante et tombe raide morte quand Vaillant dessert sa mortelle étreinte. Il n'a que le temps de faire face, le premier carnassier revient à la charge. Yvon, enfin réfugié derrière un arbre, frémit à la vue des yeux injectés de sang. Pourtant Vaillant se jette sans peur au devant de la bête furieuse. Les mâchoires se cherchent dans les grognements rauques. Ruse et force rivalisent dans ce duel à mort. Chacun esquive, recule, attaque. La bave coule des babines violacées. Obstinément, le loup vise la gorge. Il se rue une fois de plus. Vaillant évite la charge. La terrifiante mâchoire se referme sur le sac qu'elle déchire rageusement. Une coulée de sel tombe à terre. Ce malheur semble redoubler l'énergie de Vaillant, qui bondit comme la foudre. Pris de vitesse, le loup est écrasé au sol. L'instant d'après, les crocs puissants du chien lui aboient la colonne vertébrale. Les deux fauves gisent à présent dans leur sang, frappés par une mort semblable. Yvon se précipite sur Vaillant qui s'est allongé pour lécher sa plaie. Mon chien, mon brave chien, c'est donc vrai, tu peux tuer des loups. Mais comme tu dois souffrir. Impuissant à soigner sa bête, le garçon tente de le réconforter en la caressant. Vaillant continue de se lécher jusqu'à ce que son sang arrête de couler de lui-même, alors qu'avec un courage admirable, il se redresse et va flairer le sel éparpillé sur la terre, gâché. Aucune importance, lui crie Yvon, puisque tu es vivant. Tiens, on va reficeler le sac. Regarde, il en reste encore beaucoup. Ce disant, il a déchargé Vaillant de son fardeau car il s'est aperçu que le pauvre animal peine à s'appuyer sur sa jambe blessée. Va maintenant, fait-il, une fois le sac refermé. Tu me montres le chemin, moi je porte. Yvon n'a qu'une hâte, fuir ce lieu maudit, à coup sûr cette combe Saint-Loup dont a formé la fermière, dont a parlé la fermière sans qu'il y ait prêté attention. Hélas, la forêt continue d'opposer ses embouches. Vaillant tire la patte, et lui-même s'essouffle à porter une charge d'eau d'au moins 20 livres. Il n'a plus de force quand ils atteignent enfin la lisière. Épuisé, il s'écroule dans l'herbe, son sac à côté de lui. Vaillant en profite pour lécher de nouveau sa blessure. Yvon le complimente de tout son cœur sur son courage.
sa force, son flair. Tu ne t'es pas trompé, mon chien. On voit d'ici le clocher de Chelin. Tout à l'heure, nous en rentrerons à la Pommeraye en suivant le Chéran jusqu'au moulin de Beauchêne, mais d'abord, repos, repos obligé. En effet, il reste à couvrir près d'une lieue de bocage que peuvent hanter d'autres loups en uniforme. Yvon préfère attendre la tombée de la nuit tout en songeant qu'après une journée aussi mouvementée, il mériterait bien un peu de chance. Comme pour chasser complètement le mauvais sort, il sacrifie une poignée de sel qu'il jette à la face du diable invisible mais toujours présent, dit-on. Il fait bien. Au soir, il rejoint la Pommeraye sans avoir rencontré personne. Chapitre 12. Le tunnel à Baringouin. Quand ces garçons rentraient les genoux écorchés, la mère savait cicatriser leurs plaies. Elle appliquait dessus un chiffon mouillé, d'une eau où avait trempé des herbes gardées précieusement dans un pot, près de la cheminée, puisant dans la réserve maternelle. Yvon a opéré de même pour soigner Vaillant. La robustesse de l'animal a fait le reste. 3 jours plus tard, il court de nouveau, capable de garder la closerie en l'absence de son maître. Parti pour la tour salée. Là, Brice révèle tout de suite qu'il a mangé 2 fois de viande depuis la semaine dernière. Nouvelle réconfortante que la mère explique à sa manière. Parmi tous ces méchants gardes, il y en a un qui nous a pris en pitié, croit-elle. Il s'est arrêté pour parler l'autre jour. Le malheureux a perdu un enfant l'an dernier. Tout le portrait de Brice, paraît-il. C'est sans doute ce qui le pousse à un peu de charité. Il a même promis de porter quelque chose à papa, ajoute le petit frère. Il a dit qu'il essaierait, corrige la mère. Tant mieux pour vous, se réjouit Yvon, tout en songeant que Félix Le Grévin met parfaitement son double jeu. Que l'homme n'ait pas gardé tout l'argent prouve qu'il en espère encore. S'il savait qu'Yvon est venu sans un sou, car le sel repose toujours dans le chêne creux pas encore vendu. 15 minutes de visite passent vite. Le garçon se retrouve dans la cour de la prison. Félix à ses côtés lui donne un discret coup de coude. Yvon ne réagit pas et continue d'avancer. Il va franchir le portail quand le garde l'interpelle. Hep, Colino, un moment, sortez les autres. Yvon suit Félix qui l'entraîne à l'écart de la sentinelle plantée à la sortie. Voyons donc, interroge le garde. Tu n'as plus envie d'aider ta famille, tu as bien des sous. Yvon fait non de la tête. Pas de sous, s'interroge Félix. Tu n'es pas allé en Bretagne. Je n'ai personne à qui rendre une vingtaine de livres de sel. Répond simplement Yvon. Le garde entreprend de se gratter le menton. Visiblement, il murine une affaire dans sa tête. Finalement. Je le prends, ton sel. 4 sous la livre. 6. Chut, pas si fort, s'effraie Félix en lorgnant vers la sentinelle. Disons 5, je te paierai 100 sous au total, une jolie somme, non? Yvon réfléchit à son tour. En vérité, le coquin se prépare à gagner sur les 2 tableaux. D'un côté, il lui reprendra des sous pour accepter d'aider sa famille, de l'autre, il fera un bénéfice en revendant le sel. Alors entendu, insiste le garde. Bien sûr, on sent Yvon qui n'a pas d'autre solution. Demain soir. Que non, je ne suis pas ici, dans 3 jours, et pas en ville, de toute façon. Félix hausse les épaules. Évidemment non. Est-ce que tu connais l'allée du Coudray après la porte d'Angers le long de la Mayenne? J'irai repérer. Tu y verras la chapelle Saint-Laurent. Je t'attendrai derrière dès que les 12 coups des minuit auront sonné. Va à présent. Yvon s'est rendu sur les bords de la rivière pour reconnaître les lieux, puis est rentré à la Pommeraye plein de lassitude. Il a marché tant et tant. Fatigue ou pas, il faut repartir demain, annonce-t-il à Vaillant, a couru fêter son retour. Mais cette fois, tu m'accompagnes. Et de nouveau des lieux dans les jambes. Yvon a quitté ses sabots. Il trempe ses pieds dans la Mayenne pour les désenfler. Vaillant allait à la proximité, allongé sur l'herbe, le sac toujours sur le dos. L'animal ne quitte pas son maître des yeux. Un maître très intrigué car en venant à la Châteauvilliers, il n'a aperçu aucun uniforme de gabelou. Voilà même plusieurs jours qu'il sillonne le bocage sans avoir esquivé la moindre patrouille.
Les gabelous qui étaient partout n'ont plus l'air nulle part. Étrange. Les 12 coups de minuit à la chapelle Saint-Laurent lui rappellent son rendez-vous. Il rechausse ses sabots en interpellant Vaillant. Tu ne bouges pas, tu attends que je t'appelle. Le garçon remonte l'allée du Couneré, sous une lune souvent masquée par les nuages. Félix, qui l'a laissé approcher, le hèle avec mauvaise humeur. Et le sel, et mon argent. Ah, méfiant en plus, le voici. Le garde montre une bourse. Le compte Tiguet, juré, ton sel. Il arrive, vaillant. L'instant d'après, la vente est faite. Yvon immédiatement redonne 20 sous à Félix. Tenez, pour ma mère, mon frère et mon père, je veux qu'ils soient mieux nourris. Pas de problème, je prends 10 sous pour le service que je te rends. Mais avec les 10 restants, j'ai pas de quoi améliorer leur ordinaire, répond le garde, pas gêné le moins du monde de profiter ainsi du malheur des gens. Une chose encore, ajoute Yvon. Où sont donc passés les gabelous? Ah ah, tu ne vas pas me dire qu'ils te manquent. Qu'ils te manquent, mais je te comprends. Ils ont été rappelés en ville, la plupart. Les nouvelles de Paris ne sont pas bonnes. Les autorités craignent de l'agitation. Conne dans la capitale. Bon, il faut que je file, je suis de veille cette nuit. Yvon ne peut s'empêcher de s'étonner. Vous n'avez pas peur de vous faire arrêter avec des gabelous plein la ville? Félix le Grévin est un malin, se contente de répondre l'homme en disparaissant. Yvon fourre la bourse dans sa poche. Les derniers mots du garde lui trottent dans la tête. Il avait l'air sûr de lui, le drôle. Pourtant, c'est bien la prison qu'il s'en retourne au cœur de la ville, là où l'on risque le plus de rencontrer d'une patrouille. Ah, ce serait intéressant de savoir comment circuler dans Châteauvilliers sans rien craindre. Yvon décide de percer ce mystère. Pour suivre la trace de Félix, ne possède-t-il pas de meilleur flair du monde, celui de Vaillant? Le garçon ressort la bourse de sa poche et la passe sous le nez du chien. Respire, respire, force, mon Vaillant. Maintenant, cherche. Vaillant s'élance. Guidé par l'odeur toute fraîche, Yvon court presque derrière lui. Cependant, l'animal l'entraîne non vers la ville, mais vers la campagne. Yvon distingue la Mayenne qui coule paisiblement à faible distance. En contrebas du talus rocheux que Vaillant continue de parcourir, nez au sol. Brusquement, l'animal s'arrête. Il s'agite beaucoup, tourne en rond. Le garçon se penche, ne décèle rien de particulier. Vaillant insiste toujours. Yvon s'agenouille, regarde mieux et retient une exclamation sur ses lèvres. Il lui semble. Oui, encastré dans la roche, on dirait une dalle. Il en aura le cœur net s'il arrive à la soulever. Non sans peine, il a en effet soulevé une dalle. La lune éclaire à présent une sorte de puits étroit, peu profond, que perce un trou noir sur la gauche. Sans doute possible l'accès à un souterrain. Alors brutalement, la lumière se fait dans l'esprit d'Yvon. À coup sûr, ce fouineur de l'Aigrevin aura retrouvé le tunnel par où la bande du fameux Baringouin s'est échappée une lointaine nuit. Et imitant l'illustre voleur, il n'hésite pas à abriter ses petits trafics au cœur même de la tour salée. Yvon remet la dalle en place, on ne peut plus enchanter de sa découverte. Ainsi, il connaît maintenant un accès secret à la sinistre prison de Châteauvilliers. De quoi lui donner des idées, vraiment. Chapitre 13, une autre Bastille. Yvon ne tient plus en place. La pensée de ce souterrain l'obsède. Les uns après les autres, il a abandonné les plans échafaudés pour libérer ses parents. Aucun n'a la plus petite chance de réussir. Le beau secret lui paraît inutile, il enrage. Pourtant, comme il aimerait montrer à son père la récolte de blé qui grossit dans la grange, de l'aube à la nuit, il fauche. Bientôt il aura terminé. Ensuite il donnera un dernier sarclage aux fèves. Yvon se redresse, essuie son front en sueur et prend appui sur le manche de sa faux. Il regarde sans le voir Vaillant chercher son repas dans la haie. Il pense à autre chose. Le mois de juillet s'achève. Bientôt août. Quand donc viendront-ils ces grands événements auxquels son père croyait si fort?
Que se passe-t-il à Paris? Félix a parlé d'agitation dans la capitale. Peste, les nouvelles n'arrivent pas vite au fond des provinces. Et là, et à la Pommeraye encore moins vite. D'un seul coup, le garçon jette sa faute au loin. Il appelle Vaillant. Il en a assez d'attendre. Perdu dans son trou, le blé attendra plus facilement que lui. Les fèves aussi. Il décide de partir avec son compagnon à Châteauvilliers. C'est un jour trop tôt pour les visites, mais ce ne sera pas trop tôt s'il y a du nouveau à apprendre. Tout de même, se dit-il en passant par la closerie pour enfermer les bêtes avec une narration de fourrage, les états généraux, les cahiers de doléances, les tiers états, les députés, tout cela ne peut pas avoir servi à rien. Fichtre non, cela. Fichtre non, cela a beaucoup servi au contraire. Dans Saint-Sauveur à la Ferrière, où il rejoint la route directe pour Châteauvilliers, un vieux bonhomme assis devant sa cabane l'interpelle. Cours, petit, avec tes bonnes jambes, tu les rattraperas vite. Qui est devant? Interroge Yvon. Ben, des gars de Saint-Aignan, de Craon, d'un peu partout. Ah, si je pouvais courir, je serais le premier. Oh, tu as là un beau chien, je ne me souviens. Yvon s'envole, le vieillard va lui raconter sa vie, pas de temps à perdre. Il veut savoir ce qui a lancé les gens sur les routes, qu'il allonge le pas, il court. Avant Chemazé, Vaillant et lui ont rattrapé le groupe, une trentaine de personnes où il reconnaît les figures. Celle du boucher Le Tournier, du forgeron Rouget qui le hèle. Tiens, jeune Colino, je ne t'avais pas vu. Normal que tu sois des nôtres avec toute ta famille en prison. C'est plein de gens comme toi ici, qui vont à Châteauvilliers se fait confirmer, Yvon. Tout le monde s'est donné le mot. Exact, s'esclave un autre compagnon du voyage. Un gros mot qui a tardé à venir, mais qui est venu quand même de Paris. Quel mot? Tu sors de ton trou, gamin, il n'y a qu'un mot capable de nous enflammer. Révolution. Mot magique. D'un une seule voix, les hommes en marche reprennent en chœur. Vive la révolution! Avant d'ajouter, plein de fureur. À bas les privilèges, à bas les impôts, à bas la gabelle. Yvon brûle de comprendre pourquoi les esprits sont si échauffés. Il s'adresse à Lutournier. À vous n'être au courant de rien. Tout mon temps passe à moissonner en ce moment, dit-il. Les Parisiens nous ont donné l'exemple, lâche le boucher. Ils n'en pouvaient plus de faire la queue devant les boulangeries pour des miettes pendant que Louis XVI massait des troupes autour de la capitale. Après les avoir affamés, le roi allait les attaquer, faire taire leurs députés alors que les Parisiens ont décidé de les armer pour résister. Ils ont donné l'assaut à une forteresse de leur ville, la Bastille. Ils l'ont prise, et comment? C'était quand? Il y a tout juste une semaine, le 14 juillet. Tu as l'air de douter, tu as l'air de douter, petit. C'est sûr, on tient la nouvelle d'un envoyé de Kermasson. Tu connais Kermasson, notre député. D'ailleurs, comme lui, tous les députés du tiers-État ont averti les provinces. Partout, on va imiter Paris. Partout, on va montrer qu'il y en a assez que ce soit toujours les mêmes qui me payent. Un voisin, un paysan armé d'une fourche, comme nombre, comme nombre, nombre d'autres dans le groupe, enchaîne aussi. Rageur. C'est la révolution, gamin, le grand chambardement. On va copier les gars de Paris avec leur Bastille. Prendre des armes, pas seulement, reprend les tourniers. La Bastille, on nous a dit que c'était surtout une prison où le roi jetait ce qu'il voulait. Eh bien, nous aussi, on va faire sauter la prison de la justice. L'injustice. En écho avec ces paroles vengereuses, un grand cri s'éveille à la tour du groupe En Marche. À la tour salée! Yvon n'en revient pas. Tout va si vite. À chaque croisée des chemins venus des villages, d'autres révoltés se joignent à leurs troupes. Les voilà bientôt sans clamant l'exploit des Parisiens ou vociférant en bloc contre la noblesse, le roi, le clergé, les privilèges, mais rien ne ravit plus le garçon que la volonté d'aller délivrer les prisonniers de la tour salée. Il voudrait couvrir
Il voudrait courir, arriver le premier à Châteauveillé, il dépasse les autres. Il les dépasse si bien qu'il se retrouve en tête à la porte Saint-Ouen, à l'entrée de la ville, où le cortège cesse brusquement son tumulte. Des soldats arrivent à leur rencontre, l'arme à la main. Une onde de panique parcourt les rangs des arrivants quand jaillit de la troupe. Un appel retentit. Avec vous, nous sommes avec vous, nous sommes avec vous. Piège? Les esprits flottent, les révoltés hésitent, pourtant les soldats s'approchent sans mettre en joue, et brusquement pour Yvon c'est le choc. Abel, Abel, je suis là! Ce cri déclenche des retrouvailles en série. Mathieu, Rémi, Paulin, une joie sonore s'empare de la foule. Ces soldats sont des jeunes de la milice, ces victimes du tirage au sort que l'on connaît. Abel a soulevé son frère comme une plume. Yvon, qu'est-ce que tu fais là et ce brave vaillant qui t'accompagne? Mais tous ont des questions pressantes à poser à ces gars du pays. Du coup, les uns et les autres s'expliquent. Les miliciens ne sont plus miliciens. Quand le roi a voulu les lancer contre les Parisiens, ils les ont refusés. Mieux, ils ont donné la main à les prises de la Bastille. On a défendu la nation contre les privilèges. S'échauffe un jeune. Maintenant, on nous appelle les gardes nationaux. Ah, quelle journée ce 14 juillet, se souvient Abel. Ça pétait partout autour de la Bastille. Le canon tonnait du haut des tours. Il y a eu des morts, mais on a fini par rentrer. Après, on n'a plus qu'une idée, enchaîne un autre. Gardes nationaux, d'accord, mais chez nous, en Anjou, nous voici. Acclamation d'une voix de chef, le tournier relance alors le mouvement. Soldats de la patrie avec nous, à la tour salée. À la tour salée, répète la foule. En quelques mots, Yvon révèle à son frère le malheur arrivé à leurs parents. Nous les sauverons, conclut Abel, à qui les événements parisiens ont donné autant d'ardeur que de volonté. Dans Châteauveillé, des coups de feu retentissent. Il y a bataille quelque part. Ça vient du grenier à sel. Vrai, regardez, de la fumée. Les gens d'ici vont fracasser les juges. À nous, la tour salée. Mais la tour salée, c'est une autre Bastille. Peu décidés à se laisser prendre sans résister. En haut du rempart, des gabelous font le coup de feu aux côtés des gardiens. Et les seuls canons existants dans la ville se trouvent derrière ce rempart. Ce ne sera pas facile, constate amèrement le boucher de Saint-Agnan, qui a définitivement pris le commandement de la révolte. C'est ce moment de découragement que choisit Yvon pour lâcher qu'il est possible de pénétrer dans la tour salée par le tunnel à Baringouin. Surprise générale. Autour de lui, les hommes écarquillent les yeux. Mais le garçon explique comment il a voulu aider ses parents, son marchandage avec Félix Le Grévin, la découverte du tunnel, enfin. Je n'irai pas inventer un tunnel qui n'existe pas, s'écrie-t-il pour convaincre ceux qui ne semblent pas avoir oublié qui semblent avoir oublié l'histoire du fameux fauçonnier. Heureusement, le tournier le croit. Et il organise sur le champ les opérations. Les jeunes gardes nationaux qui ont déjà l'expérience de la prise de la Bastille à Paris s'introduisent pendant la nuit prochaine dans la forteresse. Mission: surprendre les défenseurs et ouvrir le portail. Yvon les guidera naturellement et puisqu'il connaît à la fois l'entrée du tunnel et l'intérieur de la prison. Les autres hommes, quant à eux, se tiendront prêts à entrer en masse. La nuit venue, Yvon a tenu à emmener Vaillant, dont le frère constitue la meilleure arme pour déceler une présence ennemie dans le souterrain.
Cependant, la progression s'effectue sans difficulté, si ce n'est que la fin du parcours, la montée d'un escalier étroit dans le noir total, s'achève pour le jeune guide par un choc violent. Sa tête a heurté la dalle qui obture le puits d'accès au tunnel. Pendant qu'Yvon frotte son crâne endolori, Abel soulève la lourde fermeture de pierre avec 1000 précautions. Oh, elle est déplacée. Un vent léger rafraîchit aussitôt le visage des deux frères. Vite, leurs yeux inspectent l'espace découvert. Yvon montre à gauche la silhouette du bâtiment où sont retenus sa mère et Brice. En face, diamétralement opposée, celle de la tour où croupit le père. Sur la droite, le portail fermé et le rempart en haut duquel veillent des sentinelles. Un coup d'œil derrière. Le souterrain débouche au pied du mur d'enceinte contre lequel, jaillissant du sang de la terre, les envahisseurs viennent s'appuyer. Désormais, ils sont dans la place, le plus dur reste à faire. Chapitre 14, l'enfant de la patrie. Secrète ou pas, l'entrée du souterrain est parfaitement masquée. En effet, la trappe n'est autre qu'une des grosses pierres qui forment le pavement intérieur de la forteresse. Une fois en place, elle se confond exactement avec des centaines d'autres. Pour l'heure, néanmoins, l'accès restera ouvert. Un bon soldat doit savoir assurer son repli. De plus, Abel ne veut pas qu'Yvon risque de prendre une balle. Si le cadet se rend utile en leur précisant la configuration des lieux, pas question qu'il aille au contact avec l'ennemi. Tu attends ici avec Vaillant, répond Abdel. En cas de chauffe, tu files. Puis les jeunes gardes nationaux se concertent rapidement. En premier, assurer l'effet de surprise. Ils se partagent l'assaut. 3 s'occuperont du poste de relève. Yvon leur indique qu'il se trouve au pied de la tour. Deux autres feront danser les sentinelles là-haut. En priorité, celles qui tiennent le canon. Deux armes attaqueront les défenseurs du portail. Les derniers, enfin, tenteront de libérer le gros des prisonniers dans le bâtiment principal. Tous mesurent combien la manœuvre est risquée. Aucun ne recule pourtant. Ils se séparent et par petits groupes silencieux s'élancent hardiment. Yvon, accroupi à côté de Vaillant, les regarde avec envie plongé dans l'ombre. Il se sent soudain inutile. Il aimerait comme eux tenir le fusil. Il les imagine s'approchant du poste et s'arrêter un instant devant la porte puis se ruer, l'arme au poing. Un concert de détonation déchire le silence. Le combat est commencé. Aussitôt des cris retentissants, alerte aux armes. La forteresse immobile semble parcourue d'un seul coup par un grand tremblement. Des appels répondent à d'autres appels. Une sorte de panique s'empare des défenseurs. La surprise a joué. Elle joue une seconde fois car une nouvelle salve éclate. Des ombres jaillissent dans la cour et toujours des cris. Des ombres. Des cris, des ordres et de nouveaux coups de fusil. Des silhouettes tombent. Yvon serre Vaillant contre lui. Au pourvu qu'il réussisse, ses yeux parcourent le haut des remparts. Touché, une sentinelle bascule, puis une autre. Le garçon suit leur écrasement sur le pavé de la cour. Mais les défenseurs du portail tiennent bon, ripostant aux gardes nationaux qui vont au repère à l'éclair de leurs tirs. Visez mieux, prenez votre temps, supplie Yvon entre ses dents. Ils ont dû entendre sa prière. Un double tir. Le portail est libre. Les jeunes soldats se précipitent à ce moment-là. Nouveau double tir dans leur dos. Ils s'écroulent fauchés en pleine course. Yvon sent son cœur se retourner dans sa poitrine. Personne au portail. Il se lève, prêt à bondir quand une pluie de balles crépite dans la cour, grêle mortelle qui le fiche sur place. C'est à cet instant que Vaillant pousse un grognement de colère. Yvon détourne la tête. Un homme se tient à quelques pas.
Les yeux du garçon se sont habitués à l'obscurité, pourtant il distingue mal. Arrière, sale bête ou jeteux, Yvon reconnaît cette voix. Félix Le Grévin. Toi, si tu bouges, il te dévore, lance-t-il. Le garde vient à son tour de reconnaître la voix de celui qui lui fait face. Oh, petit, qu'est-ce que tu fais avec ce sauvage? Fuyons ensemble, ça sent le roussi dans le coin. Et il avance, il porte un gros sac à la main. Reste touté, commande Yvon, je vois. Toujours pressé de protéger ses petites affaires, monsieur le garde. Eh bien, cette fois, c'est moi qui te tiens. Regarde ce beau portail là-bas, il suffit de faire basculer la barre. Tu es fou, ça mitraille dans tous les coins, il a besoin. Il a raison, l'effet de surprise est passé. Des tirs croisés balaient la cour. Écoute bien, Orage Yvon. Ce chien a tué 2 loups sous mes yeux dans la forêt de la Guerche. Tu sais pourquoi j'ai traversé cette forêt. Tu en as profité. Tu en as profité. N'est-ce pas? Je te répète que je veux voir ce portail ouvert, sinon admire ses crocs. Comment veux-tu? Vaillant, prépare-toi. Non, hurle Félix, j'ai un moyen. Là, fait-il en montrant une guérite dressée contre le mur de la prison. Un canon. Là-dedans, si tu mens, je ne mens pas, se défend l'homme sans cesser de fixer le chien. Un canon prêt à tirer, c'est le commandant qui l'a fait placer là, pour accueillir ceux qui... Accueillir? Toujours le mot qu'il faut contre le pauvre monde. Allons, vite. Félix Le Grévin longe les murs, vaillant sur ses talons. Ils vont derrière et ils atteignent la guérite, le garde y pénètre. Vaillant l'accompagne. Dépêche-toi, ordonne Yvon qui reste au dehors pour juger l'effet des boulets. Il entend le garde s'activer. Un moment plus tard, après tu me laisses filer? Le portail d'abord, après va au diable. Une détonation fantastique ébranle la guérite, fumée et odeur de poudre. Vaillant bondit se blottir contre son maître. Félix détale comme un lièvre. En face, une brèche énorme s'ouvre dans le portail, et d'un seul coup, une clameur venue du dehors remplit l'espace des silhouettes apparaissant qu'il s'engouffre. À l'assaut! À mort les gabelous! À bas la tour salée! Simon, Yvon écrase Vaillant contre lui. Il est ivre de bonheur. Réussi, mon chien, nous avons réussi! Comme un torrent, les révolutionnaires se déversent dans la citadelle. Liberté! Liberté! Liberté, liberté. Un long moment, une grande confusion semble régner. Les envahisseurs pénètrent partout. Des coups de fusil claquent encore. Puis les premiers prisonniers libères apparaissent dans la cour. Retrouvailles sonores, embrassades, pleurs des enfants, effrayés, éclats de rire des grands. Yvon insiste à tout cela d'un peu paralysé. Maintenant, par le moment qui se prépare, revoir sa mère, son père, Brice, libre. Mais où est Abdel? Que sont devenus ses compagnons, les gardes nationaux? Il arrive, précédé de Le Tournier. Immédiatement, un cercle se forme autour des jeunes hommes. Puis le silence s'établit à mesure que chacun prend conscience que 4 d'entre eux manquent. Le Tournier se racle un peu la gorge, puis, de cette voix forte qu'il a su imposer dans ses amendements exceptionnels, il s'éclame. Gens de Châteauvilliers, de Craon, de Saint-Agnan, gens de tous nos villages angevins, sachez d'abord que Garde et Gabelou, échappés à nos balles, sont à cette heure bouclés dans la tour salée. Cri applaudissant hué, Le Tournier reprend. Maintenant, je veux publiquement apporter notre remerciement à nos jeunes compatriotes pour leur exploit et saluer par-delà leur mort héroïque la mémoire des 4 malheureux tombés pour la liberté. Vive la liberté, reprend alors quelqu'un dans l'assistance. Vive la liberté, reprend la foule d'une même voix dont l'écho se répercute contre les murailles de la prison de l'Esté. Le Tournier laisse retomber la clameur avant de poursuivre. Une chose encore, mes amis, je voudrais que s'avance ici Yvon Collineau. Yvon, où te gâches-tu? Le garçon approche avec son chien. Les gens s'écartent, c'est très impressionnant. Le Tournier l'invite alors à ses côtés et s'adresse de nouveau à la foule.
Si nos héros ont eu le coup de feu glorieux dans sa forteresse, sachez qu'aucun d'eux n'a tiré le canon, commence-t-il. L'auteur de ce haut fait d'armes ne peut être qu'Yvon Colino. Yvon, n'est-ce pas que je dis c'est vrai? Le garçon fait oui de la tête, puis il reprend. J'ai forcé un garde à tirer, corrige-t-il, avec lui, et il se penche pour caresser Vaillant entre les oreilles. Le tourné laisse déferler une énorme vague d'acclamations avant de conclure. Angevin, je propose que demain nous organisons une grande fête sur la place de l'église. Nous la baptiserons place de la liberté, en l'honneur des prisonniers libérés, en l'honneur de nos gardes nationaux, en l'honneur enfin de cet enfant qui a bien mérité de la patrie. Une exclamation formidable monte alors dans la nuit. Vive l'enfant de la patrie! Yvon est très ému, des larmes lui viennent aux yeux. Il regarde Abdel, qui lui sourit et lui montre un endroit dans la foule. Là, tout près, une femme et un homme m'ouvrent leurs bras. Yvon s'élance et court se jeter dans les bras de cette femme et de cet homme dont il est avant tout l'enfant. 10 jours plus tard, dans la nuit du 4 août 89, l'Assemblée nationale votait la fin des privilèges. Le mois suivant, le 23 septembre 89, une autre loi supprimait l'impôt sur les sels, la gabelle était morte. Le père avait eu raison de dire à Yvon que 89 serait une grande année.